J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va se prendre une boulette dans les fesses? On y est aujourd'hui. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a récemment déclaré que cette guerre pourrait facilement devenir la plus grande guerre en Europe depuis 1945. Et j'ajoute à ce propos-là celui de Vladimir Poutine qui a déclaré à ses généraux le 21 décembre 2021 qu'ils n'ont désormais plus aucun endroit où battre en retraite. En gros, la détermination de l'homme fort du Kremlin à en finir avec le dossier ukrainien est définitive. Dans la même allocution, Poutine dit aussi « Pense-t-il vraiment que nous allons rester les bras croisés alors qu'il crée des menaces contre nous ?» Ce propos m'a emmené en fait à me pencher un peu plus sur ce dossier chaud de ces dernières semaines, la guerre en Europe. Waouh! Je vais donc résumer ce conflit-là et vous donner mon avis sur la situation. Et au-delà en fait de savoir qui est l'agresseur dans cette sombre histoire, je pense qu'il est aussi important de savoir quel est l'enjeu. Et si vous préférez, je dis cela car nous le savons tous, je l'espère, les guerres ne sont pas menées pour sauver des gens d'un tyran, ce sont des prétextes qui sont utilisés pour entraîner en fait la guerre. Les raisons sont donc bien plus souvent sonnantes et trébuchantes que l'envie de sauver la veuve et l'orphelin. Maintenant que j'ai dit ça, soyons bien clairs. L'Occident n'a pas du tout tenu les promesses que l'OTAN avait faites à Gorbatchev. Il suffit juste de regarder les documents déclassifiés de 2017 qui nous montrent un petit peu comment ça s'est passé à cette période-là. En gros, avant l'effondrement de l'URSS en 1991, Gorbatchev avait eu l'assurance que l'OTAN ne s'étalera pas jusqu'à se rapprocher de son pays, la Russie. Pour accepter la réunification de l'Allemagne, il a donc obtenu cette garantie qui lui a été assurée par l'ancien président américain George W. Bush, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, le directeur de la CIA lui-même Robert Gates, l'ancien président français décédé aujourd'hui François Mitterrand, la première ministre britannique de l'époque Margaret Thatcher, il y avait aussi John Major et il y avait même le secrétaire de l'OTAN Manfred Wöhner. D'ailleurs, il faut savoir que l'homme qui a en fait inspiré la création de l'OTAN, George Kennan, a lui-même déjà averti à plusieurs reprises l'administration américaine que l'extension des zones de couverture de l'OTAN qui se rapprochent de la Russie sont très dangereuses pour l'équilibre du monde. Dans le New York Times datant du 2 mai 1987, il dit clairement que l'élargissement de l'OTAN serait l'erreur la plus fatale de la politique américaine de toute l'ère de l'après-guerre froide. Pour lui, on peut s'attendre à ce qu'une telle décision enflamme les tendances à la fois anti-occidentales, nationalistes et militaristes de l'opinion publique russe jusqu'à un effet négatif sur le développement de la démocratie russe. Tout ceci, d'après lui, aura un désastreux résultat dans des directions qui ne nous plairont pas du tout. Ensuite, en 1998, George Kennan rajoute que c'est une erreur tragique de continuer en fait ces élargissements. Si la Russie a accepté la réunification allemande, c'est parce qu'elle a reçu l'assurance que l'OTAN ne s'éteindra pas après le retrait des forces d'Europe de l'Est. On est donc en 98, les Occidentaux commençaient déjà des manœuvres qui ont entraîné la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Eh bien, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire une alliance militaire intergouvernementale formée par 30 pays qui sont répartis dans le monde entier depuis 1949. L'objectif principal de cette organisation est de se protéger mutuellement en cas d'attaque d'un ou de plusieurs membres de cette organisation. En gros, si un pays envahit ou attaque un membre de l'OTAN, eh bien, le pays attaqué peut demander l'aide des 29 autres membres. Vous comprenez donc que c'est une espèce de groupe d'amis armés de la tête aux pieds qui s'interpose en cas d'attaque subie par l'un d'entre eux. Mais là, présentement, l'Ukraine ne fait pas encore partie de l'un d'entre eux. Elle veut donc rejoindre ce groupe au plus vite pour se protéger. Seul hic, je vous ai dit plus tôt, Mikhaïl Gorbatchev, en signant les traités qui ont entraîné la chute du mur de Berlin, avait eu l'assurance que l'OTAN ne s'élargira pas jusqu'à fragiliser la Russie. Maintenant que je dis ça, il faut savoir que l'Ukraine est un pays divisé. L'Est est majoritairement pro-russe à 80%, avec des entreprises et une économie tournée vers la Russie. Et dans cette histoire, le russe est même la langue couramment utilisée à l'Est de l'Ukraine, tandis que l'Ouest est à 90% pro-européenne. Cette dichotomie fait donc de l'Ukraine un pays très instable politiquement, et c'est de mon point de vue cette frange qu'a choisi les Américains pour élargir leur stratégie militaire et économique, qui, soyons bien d'accord, vise à affaiblir la Russie. John Kennan, qui est donc le père de la stratégie d'encerclement progressif de la Russie, parlait de vigilance et de patience pour venir à terme de la Russie. On se rend compte que sa stratégie presque prophétique se réalise peu à peu. En annonçant le désir d'installer des boucliers antimissiles en Europe de l'Est,
l'Est, vous voyez déjà que les Américains et l'OTAN contreviennent à la promesse faite déjà à la Russie en 1997. En 2001, il faut savoir que l'OTAN a accepté dans ses rangs 3 pays qui ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'ils ne sont pas loin de la Russie. Il s'agit de la Hongrie, la République tchèque et la Pologne. Et ça, c'est une chose déjà aggravante puisque les Américains remettent eux-mêmes en cause les accords de désarmement nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes signés en 2001. Dans le site même de l'OTAN, on parle d'accords basés sur la démocratie et la sécurité coopérative. On y parle aussi d'absence d'armes atomiques. Mieux, l'arrivée de Poutine aux affaires va même plutôt renforcer ces accords, puisqu'il décide d'accentuer le démantèlement des bases militaires russes dans plein de pays comme Cuba par exemple, et il va même plus loin, il accepte même la présence des Américains en Asie. Mais une nouvelle tentative européenne qui va sensiblement irriter les Russes se présenta. L'Union européenne veut que l'Ukraine signe un traité de libre-échange avec elle, et volontairement, dans ce traité, elle stipule que l'Ukraine devra rompre ses engagements commerciaux avec la Russie si elle veut rejoindre son marché. Mais quid du blé qui est produit et traité en Ukraine par des entreprises russes? Quid de la contrepartie offerte par les Russes qui est de fournir du gaz aux Ukrainiens à un coût plus avantageux? Les Européens n'y ont pas pensé et ils y sont allés avec cette insolence que nous connaissons d'eux. Le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, voyant son pays s'effondrer dans une crise économique qui n'en finit plus, profita de la proposition européenne pour demander comme ça une rallonge de 20 milliards en plus de rejoindre le marché européen du libre-échange. Mais l'UE n'a pas l'air insolite pour lui filer ce fric. Le président ukrainien se retourne donc comme ça vers la Russie qui, elle, s'engage à réduire d'un tiers le prix du gaz vendu à l'Ukraine et cerise sur le gâteau, la Russie va aussi investir 15 milliards de dollars dans les titres du gouvernement ukrainien. Si vous mettez comme ça ces deux engagements côte à côte, c'est colossal. Nous sommes là en 2013. On voit donc que cette tentative européenne vient amplifier le bordel qui est déjà palpable entre la Russie et l'Ukraine. En 2014, un mouvement social pro-européen appelé Euromaïdan surgit à Kiev avec comme principale réclamation la démission de Viktor Yanukovych qui a été, tenez-vous bien, élu tout de même démocratiquement. Ces mobilisations sont impressionnantes et ont même eu comme ça des encouragements internationaux de poids comme des ministres, des diplomates, des sénateurs, etc. On a comme ça des personnalités politiques qui sont connues comme Victoria Nuland, John McCain, Catherine Ashton ou même Laurent Fabius. Il y a donc ici une chose qui devrait nous choquer tout de suite. Tous ces démocrates apportent curieusement leur soutien à un mouvement qui demande la démission d'un président sans passer par les urnes. Bon, déjà ça ne m'avait pas étonné puisqu'en Afrique, les mêmes saloperies sont cadencées depuis les pseudo-indépendances et dans le cas de l'Ukraine, il ne restait juste qu'une seule année de mandat à Viktor Yanukovych pour partir. Mais alors qu'il avait même été élu avec un suffrage qui avait même été reconnu au niveau international, c'est ça qui est encore incroyable, la communauté internationale qui regroupe quelques pays ont décidé autrement. Connaissant ce genre de manœuvre en Afrique, je dis donc sans embarras que la situation sociale ukrainienne a été une opportunité pour les Occidentaux, leur permettant de greffer leurs intérêts. En d'autres termes, vous pouvez parler d'ingérence. Mais ils ne sont pas les seuls à se joindre à cette déferlante populaire. Vous avez les néo-nazis, représentés par le parti Svoboda, la droite par le parti Patrie, les libéraux par le parti UDAR, et tout ce beau monde se tiennent dans les paluches contre un homme en fin de mandat qui a été élu démocratiquement. Les radicalisations qui s'ensuivent ne feront pas plus tiquer les Occidentaux qui continueront à apporter leur soutien au mouvement avec l'émergence de groupuscules armés qui n'hésiteront pas à tirer sur des policiers ou des manifestants. Je pense donc qu'une personne ayant un minimum de jugeote devrait donc se poser les questions de savoir pourquoi une milice émerge avec des armes qui proviennent d'où et pourquoi elle tire sur des policiers ukrainiens, pourquoi elle participe à l'amplification du désordre, à qui cette situation profite, qui d'ailleurs finance ce groupuscule armé? Ce sont autant de questions que je me posais déjà à cette époque. Le président ukrainien, et je peux le comprendre, exténué, signe donc par dépit des accords de paix avec l'opposition, mais les fameux paramilitaires dont je vous parle n'en tiennent pas compte et continuent en fait de foutre le bordel jusqu'à la destitution sans enquête, je dis bien sans enquête de la Cour constitutionnelle ukrainienne, et ils ont démis un homme de ses fonctions qui avait été élu démocratiquement. Jusqu'ici, nous avons donc finalement un pays sans président, avec la nomination le 27 février 2014 d'un nouveau président par intérim, Alexandre Turchinov, qu'on voit même ici à la gauche dans cette image, en train de serrer la paluche à John Kerry. Et c'est là qu'arrive le 21 mars 2014, sans même demander l'avis du peuple ukrainien, ce gouvernement, qui est d'ailleurs intégralement composé de ministres oligarques provenant tous de l'Ouest,
il signe l'accord d'association avec l'Union européenne sans tenir compte des 20 milliards, vous vous souvenez, que le président élu avait demandé à l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs ici François Hollande qui a reconnu un pays divisé avec des hommes loin d'être fréquentables à sa tête. De l'autre côté, Obama, le célèbre Messie noir, synonyme d'espoir, avait lui aussi reconnu ce gouvernement. Au passage, je rappelle que les USA ont d'ailleurs choisi qui sera à la tête des ministères régaliens comme la défense, l'intérieur, etc. Une vidéo d'ailleurs de Joe Biden, à l'époque vice-président dans l'administration d'Obama, circule d'ailleurs dans Internet dans laquelle on le voit tout hilar expliquant comment il a obtenu l'éviction d'un procureur en échange d'une aide. Ça devrait vous rappeler que les aides ne viennent jamais sans des contreparties. Nous avons donc un double standard, ou si vous préférez, un 2 poids 2 mesures, qui a toujours été la signature des Occidentaux dans toutes les situations où ils contreviennent eux-mêmes aux codes moraux qu'ils prônent. Ça me rappelle d'ailleurs ce roman de George Orwell, La ferme des animaux, dans lequel des animaux décident de prendre le contrôle de la ferme où ils vivent pour vivre en autogestion et ne plus subir la gouvernance des hommes. Parmi toutes les règles qu'ils doivent tous respecter, il y en a une qui stipule que tous les animaux sont égaux. Mais curieusement, au fil du temps, les cochons vont prendre le pouvoir sur les autres animaux et s'accorder des traitements préférentiels. C'est exactement ce qui se passe toujours avec l'élite occidentale. Les États-Unis, par exemple, mènent de nombreuses interventions militaires dans des pays qui ne leur ont rien demandé, qui ont fait de nombreuses victimes civiles depuis la nuit des temps. Ils imposent à quiconque ne se couche pas des sanctions coercitives et unilatérales qui ont gravement violé le droit international, provoquant aussi des crises humanitaires et des violations des droits de l'homme. Mais ces situations qui sont le fait d'occidentaux ne choquent pas. Idem pour la France qui actuellement même au Sahel en Afrique commet des actes graves qui vont des violations des souverainetés aux violations des droits de l'homme, mais ça n'émeut pas du tout les foules occidentales. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je parlais de la commémoration de Napoléon Bonaparte par Macron et j'y parlais du relativisme moral français que je vous invite à regarder. Revenons donc dans notre affaire ukrainienne. Vous avez donc des États occidentaux qui nous chantent à longueur de journée une mandoline humaniste et démocratique dans les médias complètement bouffés par la propagande. Mais lorsqu'ils sont en Ukraine, les mêmes champions des postures acquiescent et valident l'arrivée des néo-nazis dans un gouvernement de marionnettes. Regardez par exemple cet homme BHL qui en France était littéralement devenu comme ça obsessionnel lorsqu'il s'agissait de nous dire combien l'humoriste Dieudonné était un mangeur d'enfants et d'un antisémitisme corrosif. Le même BHL ne moufte que fif lorsqu'il s'agit de prendre position sur certains membres du gouvernement ukrainien qui manifestent leur admiration pour des hommes comme Simon Petloura qui était pourtant responsable des pogroms dans lesquels les Juifs ont péri entre 1918 et 1920. Le même BHL appelle l'OTAN à armer davantage l'Ukraine. Tenez par exemple dans le gouvernement intérimaire, le vice-premier ministre était un membre du comité exécutif du parti Svoboda. L'ancien ministre de la Défense était lui-même un partisan de Svoboda, idem pour le ministre de l'écologie et de l'agriculture. À l'éducation nationale, vous avez encore là un néo-nazi qui lui provenait du groupe Trident, un autre groupe extrémiste en Ukraine. Tout ce beau monde a donc eu l'aval de l'Union européenne et les États-Unis. Mais les gens se gavent de la propagande des anti-russes sans faire preuve de rigueur intellectuelle. Incroyable. Alors moi j'aime beaucoup cette séquence ukrainienne parce qu'elle montre assez simplement aux gueux parmi nous comment fonctionnent les médias, comment on construit un méchant, comment on légitimise en fait des guerres, comment on crée le gentil. Et j'ai déjà eu à le dire, la pauvreté est adulée par l'élite qui nous corrompt. Elle profite de nos attitudes les plus viles pour créer le chaos et s'enrichir encore et encore. Je pense donc que tant que nous n'allons pas comprendre ça, nous allons toujours et toujours succomber aux sirènes des extrémistes et tomber dans leurs projets. Une certaine élite occidentale se couche donc sur les valeurs nobles qui, je le rappelle, ne sont pas des valeurs occidentales, mais des valeurs humaines qui, entre leurs mains, deviennent des apparences ou des postures qu'ils chantent à la terre entière tant que ça fait leurs affaires. Tant pis s'ils se mélangent avec des nazis, les affaires, ce sont les affaires. Et ce qui m'a toujours débecté dans une partie de l'élite politique occidentale, c'est qu'elle réussit toujours à rendre l'ignoble agréable. Comme Laurent Fabius. À l'époque, le mec il était chef de la diplomatie française qui disait même avec véhémence qu'il ne faut pas du tout autoriser les Russes à apporter de l'aide aux Ukrainiens blessés par les milices militaires. Pour lui, le pays était entre de bonnes mains. Ou encore, ce sympathique monsieur qui s'appelle Carl Bildt,
le ministre des Affaires étrangères suédois, qui lui déclarait carrément que le gouvernement ukrainien est composé de démocrates européens. Pour lui, taxer le parti Svoboda d'antisémitisme est une propagande russe. Il finit d'ailleurs dans ce propos en nous disant que ce sont des démocrates européens qui travaillent pour des valeurs qui sont les nôtres et qui méritent notre soutien sans fioriture. Donc, le coup d'État en Ukraine, qui était organisé par des extrémistes paramilitaires, qui ont violemment, je répète, renversé le président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, était au contraire une révolution démocratique selon lui. Et on tombe dans le double standard avec des gens qui sont par contre choqués aujourd'hui d'apprendre que Poutine invite l'armée ukrainienne à faire tomber l'actuel président. C'est vraiment incroyable. Et comme si en fait la situation ukrainienne n'était déjà pas suffisamment compliquée, la province de Crimée demanda son rattachement à la Russie après un référendum favorable à plus de 95%. Mais vous vous doutez bien qu'avec les Occidentaux, tout ce qui ne va pas dans leur sens ne fait pas du tout leur affaire. Ils se sont donc mis à torpiller comme ça l'opinion publique, qualifiant ce choix de la Crimée de farce pour Londres, de menace des forces d'occupation russes pour la France, ou non conforme pour les Américains. Je précise bien entendu que le taux de participation pour ce scrutin était incroyablement haut, à 81%. Mais niet, il ne faut pas du tout respecter le plébiscite des Ukrainiens de Crimée pour le rattachement à la Russie. Au contraire, il faut poursuivre et poursuivre encore dans cette folie qui ne sera jamais avantageuse pour les populations ukrainiennes. Et vous connaissez les médias occidentaux, c'est littéralement des sketchs ambulants. Les mecs qui nous ont littéralement dit que la guerre elle a commencé en Ukraine. Ils ont oublié de préciser que ça fait 8 ans qu'une guerre est bel et bien en Europe. La guerre du Donbass, vous la connaissez, avec d'un côté les pro-russes et de l'autre l'armée régulière ukrainienne qui a les aides de l'Union européenne. Alors dans ce nœud, l'enjeu économique et stratégique ici se rattache au port de Donetsk et aux infrastructures ferroviaires qui permettent comme ça la circulation des marchandises. Et comme il faut tout faire pour que le business, lui par contre, ne soit pas du tout emmerdé par les combats à l'Est, arrive donc le protocole de paix de Minsk signé par François Hollande le 5 septembre 2014 en présence des représentants de l'Ukraine, de Lugansk, de Donetsk. La mascarade ici, c'est que le même François Hollande avait décidé le 4 septembre, on est juste la veille, avec ses comparses de l'OTAN, dans une rencontre qui s'est déroulée à Newport au Pays de Galles, de rehausser la militarisation ukrainienne. C'est donc assez curieux pour moi parce que d'un côté, il faut démilitariser tout ce beau monde, et de l'autre, il faut armer l'Ukraine. Incroyable ce niveau de perfidie pratiqué sans honte par l'élite politique occidentale à des niveaux cyclopéens. Nous avons donc une Russie qui participe même à la gestion de crise avec une volonté de pacifier tout ce beau monde, mais qui s'essuie aussi des sanctions économiques incompréhensibles de la part de l'Union européenne. Mieux, aujourd'hui, les partenariats économiques que la Russie noue avec des pays comme la Chine font qu'ils vont être de plus en plus difficiles pour les pays du monde libre de froisser les choix politiques de Poutine. L'homme fort du Kremlin se moque des sanctions ou de l'isolement. Sachant que son pays va être torpillé par les sanctions, le bougre il avait déjà préparé un bas de laine, notamment les réserves de change. En effet, le pays a près de 640 milliards de dollars de réserves en devises étrangères. Ça veut dire que même si à la longue il sera confronté à la stagnation économique, ça ne semble pas du tout inquiéter ce mec. Maintenant que j'ai fait cette chute, on va revenir un petit peu à cette histoire. Le 12 juin 2020, l'OTAN décide de reconnaître comme partenaire l'Ukraine. Ils parlent même dans leur site de nouvelles opportunités. Puis en 2021, un acte qui amplifiera la situation dans laquelle l'Ukraine est aujourd'hui se passa. L'Ukraine, les USA et la Grande-Bretagne lancent des exercices militaires en mer Noire. Et pour bien comprendre l'insolence ici, sachez que faire ce genre d'action dans cette mer, c'est littéralement provoquer la Russie. Tout ceci précédé par un incident naval entre un navire britannique et russe, toujours en mer Noire. Nous sommes donc certes en plein Covid, mais les escalades se font avec des provocations qui ne viennent toujours pas de la Russie, mais des USA qui ont piétiné les traités qu'ils ont eux-mêmes ratifiés sur les armes nucléaires et qui ont décidé d'envoyer des navires de guerre à la frontière de la Russie.